Les États-Unis, puissance sur le déclin, c'est la thèse défendue dans un essai publié aux éditions du Cerf. Le complexe militaro-industriel américain menace-t-il désormais la paix dans le monde? Pour en parler, nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour et John Christopher Barry, enseignant, chercheur en géopolitique et auteur de cet essai Requiem pour un empire, les États-Unis et le piège afghan. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau du journal de 64 minutes de TV5 Monde. Alors, John Christopher Barry, vous défendez la thèse de la fin de l'hyperpuissance américaine. Et pour vous, le symbole de tout ça, c'est le départ des soldats américains d'Afghanistan 2021. Enfin, ce n'est pas seulement le départ, c'est la défaite à la fois politico-militaire, si vous voulez. Pourquoi pour vous c'est un symbole? Non, je vais au-delà du symbole, justement. C'est-à-dire que les limites dans l'usage de la force, dans le cadre politique des guerres permanentes américaines, finalement, sont dans une impasse. Et c'est une impasse que l'on voit finalement illustrée également dans les guerres au Moyen-Orient, bien que ce sont des guerres par procuration aujourd'hui pour les États-Unis, et en Europe, c'est-à-dire en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez l'histoire militaire des 75 dernières années de l'Amérique, des États-Unis, ils n'ont pas gagné une guerre majeure, conventionnelle ou contre-insurrectionnelle depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Mais ils essayent de compenser finalement cet échec, ce qui ne veut pas dire que c'est un échec par d'autres moyens pour constituer un empire informel avec des États clients en étant à l'origine de beaucoup d'institutions comme le FMI, la Banque mondiale, l'ONU même, qui ont été, si vous voulez, une façon d'institutionnaliser un rapport de domination sur le monde non communiste jusqu'à la fin de la guerre froide. Alors, on va revenir sur le développement et sur les soubresauts de cette histoire militaire américaine, et notamment sur les développements actuels avec l'Ukraine et le Proche-Orient, mais peut-être sur les concepts. Slimane, en géopolitique, on utilise souvent le terme d'hyperpuissance ou d'hégémone pour parler d'une nation comme les États-Unis ou même encore de la Chine. Qu'est-ce que ça signifie précisément, l'hyperpuissance? Alors, ça signifie... Elle est exprimée par un concept américain qui est celui de siècle américain. C'est-à-dire qu'en 1941, on avait lancé le concept, le siècle américain, c'est-à-dire que dans un vieux continent livré à la dévastation et la barbarie, à un sud global encore endormi sous la férule des empires coloniaux, l'Amérique, jeune nation, adolescente, en bonne santé, portée par sa destinée manifeste, parce que l'Amérique se sent porté par une destinée qui pense que tout ce qui est bien pour l'Amérique est forcément bien pour le monde, que l'Amérique incarne une sorte de pureté comme ça, d'innocence, et donc devrait étendre son hégémonie qui lui paraît légitime. Les Américains, l'Amérique n'est pas une nation colonisatrice, elle est même anticoloniale, mais elle estime que son modèle de vie, ses valeurs sont universelles et qu'il est de bon ton de les diffuser, y compris, s'il le faut, par les armes, d'où plus de 100 interventions militaires au XXe siècle, et d'ailleurs aucune de ces interventions, comme le disait John Christopher Barry, n'a abouti à un véritable succès ou à une véritable démocratie. Alors justement, John Christopher, vous aviez évoqué tout à l'heure les interventions et les guerres américaines. On peut parler du Vietnam, de l'Afghanistan, 20 ans de guerre, la guerre la plus longue. Je ne parle même pas de l'opération en Somalie en 1993, Restore Hope, tristement nommée. Comment est-ce que ça se fait que les États-Unis ne parviennent pas à avoir des interventions militaires ou des guerres courtes, efficaces et victorieuses? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'abord, c'est une sorte de dichotomie entre les visées politiques et le savoir-faire de l'exercice de la violence. C'est-à-dire que pour eux, c'est presque un problème de management de la violence, c'est-à-dire puissance de feu et logistique. Mais c'est une parenthèse entre, si vous voulez, la défaite de la politique pour résoudre
un conflit et sa résolution qui ne vient qu'après la phase de destruction de l'ennemi. Pas, si vous voulez, ils mettent surtout leurs moyens en avant pour détruire l'ennemi et pas pour le vaincre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je vous arrête un instant pour clarifier cette idée. Traditionnellement, en sciences politiques, on considère que la guerre, c'est la poursuite de la politique par un autre moyen. Vous êtes en train de nous dire que dans les guerres de l'Amérique, ce n'est pas tout à fait cette philosophie-là? Non. C'est au contraire, d'une certaine façon, ils sont très marqués par cette vision messianique religieuse, c'est-à-dire que il faut détruire ceux qui sont porteurs du mal. Et que d'une certaine façon, il n'y a pas une reconnaissance de l'ennemi avec lequel on va faire la paix comme communauté politique, mais vraiment comme quelqu'un de... C'est comme les États voyous. Maléfique qu'il faut détruire et pas vaincre. Qu'il faut détruire, c'est-à-dire détruire politiquement et des fois même physiquement, ce qui a été le cas des populations indigènes pendant la conquête, si vous voulez, du continent nord-américain. Jusqu'à aujourd'hui, dans les bases américaines déployées dans le monde, les GIs très souvent définissent et caractérisent tout ce qui est en dehors des limites de la base comme étant Indian country, c'est-à-dire le territoire des Indiens encore sauvage et pas encore civilisé et dominé. Et je crois que ce qui était intéressant avec leur défaite d'une guerre de 20 ans en Afghanistan, c'est qu'on a vu une sorte de concentré de tous les dysfonctionnements à la fois de cette articulation de l'usage de la force, de l'appareil politique américain, qui essayait par finalement le contrôle de la narration, du narratif, que le Pentagone appelle de la communication stratégique pour essayer de compenser les échecs. Et je vais vous donner un exemple très très précis. L'appui que donnaient les gouvernements français, hollandais, allemands dans la coalition en Afghanistan, qui rechignaient finalement sur cette guerre, qui a démarré, si vous voulez, comme une opération punitive pour le 11 septembre et qui est ensuite devenue une occupation. Ils avaient ciblé délibérément, et Wikileaks a révélé un mémo de la CIA très très intéressant sur comment il fallait mettre en avant comme but de guerre l'émancipation des femmes, des petites filles, pas pour des raisons d'émancipation sur le terrain, mais dans le narratif pour verrouiller l'opinion derrière l'effort de guerre qui n'en finissait pas. Et là, j'aimerais revenir un petit peu à de l'histoire. Alors, je vous laisse revenir sur l'histoire et puis effectivement, on pourra parler de l'opinion parce qu'aujourd'hui, elle est très importante, l'opinion, la façon dont on perçoit ces guerres américaines dans le monde. Et on va parler du Proche-Orient, Slimane, mais je vous en prie, terminez peut-être en quelques mots sur l'histoire. Pétraeus, qui était vraiment celui qui a remis dans la guerre contre-insurrectionnelle en utilisant des recettes... Responsable de la guerre de l'armée américaine en Afghanistan, c'est ça? En Afghanistan et en Irak. Et en Irak, oui. Et c'est l'analyse qu'il a faite de la défaite américaine au Vietnam. Et pour lui, ce qui était crucial, c'était que l'armée américaine n'avait pas été défaite sur le terrain, mais sur le front domestique, c'est-à-dire intérieur, de l'opinion. Justement, je passe à vous, Slimane, sur le front de l'opinion domestique intérieure. En ce moment, on observe un mouvement d'ampleur qui est important dans les universités américaines. On va peut-être voir quelques images sur le campus de l'Université de Columbia. Des manifestations d'étudiants contre la politique de Washington, contre le soutien de Washington à la guerre menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et on a vu à la fois le soutien inconditionnel au départ, puis les atermoiements de Washington, puis aujourd'hui les critiques de Washington contre Israël. Est-ce qu'elle est en train de perdre la bataille de l'opinion chez elle, comme le disait John Christopher?
En tout cas, il y a une vraie fracture. Et les États-Unis et les universités, c'est quand même c'est la pointe avancée de la société américaine, la plus éduquée, la plus concernée. Et vous avez bien fait de dire que ces étudiants ne sont pas forcément pro-palestiniens et encore moins pro-Hamas. Ils réagissent en tant qu'Américains pour des raisons morales et éthiques en voyant leur pays, leur État fournir des armes qui ne servent pas à défendre ce qui serait légitime, l'État d'Israël, mais à tuer des populations civiles. Je veux dire, toutes les organisations internationales, les ONG, l'ONU le disent et le répètent. Donc il y a une insurrection, c'est-à-dire il y a un refus, un sursaut moral d'une part notable de la société américaine. Ça rappelle un peu les images qu'on a pu voir à l'époque de la guerre du Vietnam, la mobilisation sur les campus. Vous diriez que c'est un tournant ce qui se passe actuellement? Oui, parce qu'il y a une délégitimation de cette politique de soutien par des pans entiers de la société et même le judaïsme américain, la communauté juive américaine est profondément divisée. On a même vu de grands esprits, de grands intellectuels juifs américains, voire même des survivants de la Shoah, qui sont venus soutenir les étudiants en leur disant « Oui, il faut demander au gouvernement d'arrêter d'alimenter cette guerre parce qu'on le sait, sans les munitions américaines, Israël ne pourrait pas faire la guerre pendant ne serait-ce que quelques jours. John Christopher Barry, vous parlez dans cet ouvrage du complexe militaro-industriel aux États-Unis en expliquant que les dépenses pour la guerre et pour tout ce qui englobe, tout ce qui est englobé par le Pentagone, la guerre, les dépenses industrielles, militaires, sont tellement conséquentes qu'il faut en réalité faire des guerres pour soutenir un modèle économique. Est-ce que, je vous pose la question de façon un peu brutale et provocante, mais est-ce que les États-Unis sont encore une aide ou est-ce que plutôt c'est une menace aujourd'hui pour la paix dans le monde, tout simplement? C'est bien sûr une menace quand vous avez non seulement... Ce qui est intéressant avec même le terme de complexe militaro-industriel, Eisenhower, dans un brouillon de son discours qui était à l'origine de cette expression, il y a inclué le corps politique américain du Congrès également, et pas juste, si vous voulez, les marchands de canons. C'est-à-dire que toute la société américaine au niveau des think tanks, des médias, des universités est traversée de part en part par les ramifications de ce complexe. Ce qui veut dire un travail justement sur le narratif, l'idéologie. Ça me rappelle cette jolie citation de Talleyrand qui disait « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus ». Et donc, dans l'analyse que faisait Petraeus justement de cette guerre perdue du Vietnam, qui a été un vrai trauma pour les États-Unis, qui a vu son armée, surtout l'armée de terre, imploser, c'est qu'il faut absolument maîtriser le narratif. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les tentatives d'interdiction, par exemple, du réseau social TikTok par les autorités américaines, c'est justement cette crainte qu'eux ne pourront pas maîtriser, contrôler les algorithmes, parce que c'est une société chinoise, alors que, si vous voulez, il y a un partenariat de fait entre la Silicon Valley, c'est un système économique. La guerre fait aussi partie d'un écosystème économique aux États-Unis. Et politique. Et politique. C'est ce que vous expliquez dans cet ouvrage. Dernière question, Slimane, en quelques mots, il nous reste peu de temps. Selon vous, est-ce que l'Amérique a encore les moyens de jouer ce rôle, d'incarner la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, en quelques mots? Ça dépend auprès de qui, peut-être en Europe occidentale, mais avec la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza et le fait que les États-Unis tolèrent un système de violation des droits des États et des droits des gens, par exemple à Gaza, et le combat en Ukraine en envoyant des milliards, des quantités d'armes de plus en plus massives des conseillers militaires, tandis qu'à Gaza, elle est dans une position intenable. Elle envoie des missiles pour tuer des gens en demandant à ce que ces gens ne soient pas tués et en envoyant de la nourriture et des médicaments pour les soigner. Toute la complexité et le côté paradoxal de la chose. Merci à vous, Slimane Zeguidour, John Christopher Barry, Requiem pour un empire, aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux. Et maintenant,